savez, pour moi, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous rencontrer pour diverses raisons. D'abord, moi, j'ai une conscience très claire que sans le rôle des scientifiques, de la science, la souveraineté dont on parle va rester juste dans les discours, pendant un moment galvaniser les gens, mais pour qu'il y ait une suite sur la durée, c'est nécessaire que les scientifiques soient au centre de nos décisions. Toutes les nations où vous exercez, en Europe, en Amérique, en Asie, surtout en Amérique, souvent c'est des voyageurs qui sont arrivés là-bas, ils n'avaient rien. Certains sont même partis chercher de quoi vivre. D'autres, c'est des gens qu'on a sanctionnés, des prisonniers qu'on a envoyés pour les éloigner de la belle Europe. D'autres sont allés à l'aventure pour échapper à la misère. Exactement comme aujourd'hui, les Africains vont dans ces pays, ils traversent la mer Méditerranée, ils meurent. Ces pays ont été constitués comme ça, je connais un peu leur histoire. Au début, ce n'est pas les personnes les plus nantis qui vont. C'était les aventuriers, les prisonniers, les gens qui cherchent le bonheur ailleurs. Mais quand elles se sont organisées, ils se sont rendus compte que dès lors qu'ils ont ainsi décidé de s'y installer, il faut développer la science. Et aujourd'hui, quand vous prenez dans le domaine de la science, on dit que l'Amérique est à la pointe. Je vous disais l'autre jour que moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire des pays européens, américains, puis comment ils se sont développés. À la fin du XVIIIe siècle, même pour construire des grands ponts, les Américains vont prendre des consultants en Europe. La recherche fondamentale, ce n'était pas tellement leur occupation, parce que c'est la recherche appliquée. En Amérique, quand tu fais quelque chose, là, il faut que ça serve tout de suite aux vies. Parce que les recherches fondamentales, ça prend du temps avant qu'il y ait les résultats. Mais quand il y a les résultats, il y a beaucoup de conséquences positives. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont attaqués aux recherches, aux sciences appliquées, pour asseoir la base du développement de la science dans leur pays. Ils importaient les choses, ils comprenaient. Mais quand ils sont devenus plus riches, ils ont commencé à s'occuper des sciences fondamentales. Les grands chercheurs, les savants, de partout en Europe, ils les attirent. Et la science fondamentale a eu comme centre de gravité l'Amérique. La Chine, pour se développer, a tiré la même leçon. Envoyer ses fils dans les grandes universités occidentales, se former, ils reviennent pour implémenter leurs connaissances. Ils ont assis une belle base, ils sont passés à la recherche fondamentale de façon intensive. C'est comme ça tous les peuples, tous ceux qui ont réussi. Vous savez, au début de la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands étaient des alliés des Japonais, ils ont envoyé une mission au Japon pour voir un peu le niveau de développement économique et social. Mais ils ont trouvé là-bas, les gens copiaient, ils dessinaient, ils reproduisaient ce qui se faisait en Europe dans les années 20. C'est ce qu'ils étaient en train de faire. Les Européens étaient déjà dans les années 30. Ils se sont rendus compte que apparemment les gens étaient très en retard. Mais les autres se disent il faut passer par ça. Aujourd'hui, les technologies, les sciences appliquées, les sciences fondamentales, tout est au Japon. D'ailleurs, pour vous montrer comment les Japonais ont évolué, dans les années 70,
quand on voulait saboter quelque chose pour dire que c'est pas bon, on dit japonais dedans, c'est du japonais. Mais après, ils ont fait la quantité et ils ont passé à la qualité. Aujourd'hui, quand on veut dire quelque chose de qualité, on dit que c'est japonais. C'est la même chose que les Chinois, il y a 5-10 ans. Quand tu veux dire quelque chose n'est pas important au Mali, on dit ah, c'est du chinois. Mais aujourd'hui, la concurrence avec les grandes puissances à un niveau développé, j'ai dit aux amis que quand une nation arrive à faire des avions, fait des hélicoptères, fait des sous-marins, il va dans l'espace, ça veut dire que c'est une nation qui a déjà atteint un niveau où le reste c'est le pilotage automatique, c'est-à-dire c'est renforcer la dynamique et mettre les chercheurs et les savants dans les conditions. C'est eux qui font avancer les pays. Les grands problèmes chinois en Afrique, c'est qu'on a travaillé le mental des dirigeants pour leur faire croire qu'il faut toujours aller copier ailleurs. On ne fait rien chez eux. Je vous donne une illustration. Si vous mettez 1 milliard dans les sciences, 2, 3, 4, 10 milliards de francs CFA, ce n'est rien pour un État. Mais c'est beaucoup dans le développement de la science. On va vous dire que l'État n'a pas d'argent. Effectivement, l'État n'a pas. Mais qu'il y a des troubles politiques, on va mettre 1 milliard pour aller chercher des gaz lacrymogènes. S'il y a des inondations, on va trouver 1 milliard pour aller, les caniveaux qu'on a laissés boucher pendant 1 an, on va les faire. Et les 10 milliards vont partir comme ça, ni sans rien faire, sans laisser de traces. Mais si vous mettez les 10 milliards dans la recherche fondamentale, les semences, par exemple, dans le cas d'espèces dont vous avez parlé l'autre jour, dans l'agriculture, mais nous n'aurons pas besoin, les années qui suivent, d'aller chercher, parce que les gens veulent avoir tout de suite. Dans la science, là, cuire et manger tout, au Théo, vous projetez sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pourquoi quand on a créé le centre d'intelligence artificielle et de robotique au Mali, bon, il y a certains qui pensent qu'on va avoir les résultats dans 5 ans. J'ai dit non, ça c'est dans 20, 30, 50 ans. Que des ingénieurs maliens construisent. Toutes les nations ont passé par ça. Quand il n'y a pas la patience, toute action qu'on ne peut pas tenir sur la durée, ça n'a pas d'avenir. Chez nous, on nous a toute précipitation. On veut nous garder au niveau d'esprit pas très développé, un peu proche de la nature. On survit, juste de quoi exister, et puis c'est tout. Tu manges bien, tu dors bien, tu te réveilles, et puis c'est tout. Et ils sont arrivés à maintenir les politiques dans cela. Vous allez trouver, par exemple, pour un politique, quelqu'un, on peut dépenser 1 milliard, 2 milliards, peut-être pour son confort personnel, pour ses voyages, ou la femme d'un président, ou d'un ministre, des milliards. Et c'est tous les ans. Mais si vous mettez ces milliards dans les recherches, dans la science, dans 10-15 ans, la nation peut faire elle-même les choses. Je vous ai donné l'exemple du jour. J'ai assisté récemment à l'ouverture d'une unité industrielle installée par un Malien que je salue très bien. Lorsque les officiels étaient en train de regarder l'usine, ses performances, moi j'étais en train de lire les étiquettes, dans quel pays on a fabriqué telle machine, telle machine. Quand on a fini, on était tous très contents, on l'a félicité. J'ai appelé le ministre de l'Industrie et du Commerce. J'ai dit, vous savez, moi j'étais en train de lire les machines là d'où elles viennent. Et les ingénieurs qui travaillent là, je regarde leur nationalité. Ces pays d'où ils viennent, il y a 50 ans, il n'y avait rien là-bas. Ils avaient faim. D'ailleurs, jusqu'à présent, il y a des parties de leur territoire. Quand vous partez là-bas, il y a la misère noire. À la Seconde Guerre mondiale, les paysans qui travaillaient là-bas, on leur a retiré tout leur riz pour l'amener en Europe.
les gens mouraient de faim. Mais ils nourrissaient leurs soldats avec. Le coton, on a détruit toutes les petites machines. Les gens produisaient le coton, l'amenaient en Europe pour faire des habits pour habiller les soldats, pour se battre dans le froid. Et quand ils ont pris leur indépendance, les dirigeants se sont posés des questions simples. Notre peuple ne doit plus avoir faim. Il nous faut 5-10 ans pour en finir. Ils ont résolu. Les technologies de l'information et de la communication, il faut qu'on y entre. C'est ça l'avenir du monde. Aujourd'hui, ils ont les meilleurs ingénieurs en technologie de l'information et de la communication dans le monde. Mais ça nécessite 10, 15, 20 ans. Parce que chez nous, les gens ne travaillent pas pour le futur. Alors qu'il y a beaucoup de choses chez nous qu'on dit. Dans notre langue même, on dit, chacun prie Dieu pour que Fenkabo et la Minkafsani, quelque chose vienne de toi qui est mieux que toi. Ça, c'est ce qu'on dit chez nous. Mais dans la pratique, les gens ne font pas ça. Les gens cherchent juste à vivre et partir. Vous voyez par exemple en Europe, les hommes politiques, quand tu veux diriger un pays, il faut connaître l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vraiment, allez-y faire vos affaires, votre entreprise. Mais celui qui vient faire la politique, il ne connaît pas l'histoire, là, il perd son temps. Parce qu'en réalité, l'homme n'est pas plus intelligent aujourd'hui qu'hier. Tout ce qui se fait aujourd'hui, les gens l'ont fait avant. Les guerres, c'est ce qui a amené un grand penseur européen du XVIIIe siècle, du XIXe, à dire que celui qui ne connaît pas l'histoire est appelé à la répéter. Qu'est-ce que les hommes politiques font là-bas? Ils vont lire l'histoire de ceux qui étaient là avant. 200 ans, 300 ans, 500 ans. C'est en s'inspirant de ça qu'ils voient comment il faut gouverner aujourd'hui. Chez nous, les gens, leur connaissance, ce que dit la presse, les journaux, il y a des hommes politiques, ils n'ont jamais lu un livre. Toute leur connaissance se limite à ce que disent les radios internationales, ce que disent les journaux. Chez eux, là-bas, les hommes politiques, ils vont lire leur histoire. Mais chez nous, comme Amadou Ampateba a dit, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Les gens préfèrent mourir avec les connaissances. Alors qu'il faut dire ça à la nouvelle génération. On a la chance d'écrire maintenant. Avant, c'était l'oralité. Ça se transmet des générations. Les griots ont su le faire, mais les autres ne le font pas. Moi, j'ai eu pendant toutes les années 80, 90, toutes les vieilles personnes d'un certain âge qui ont fait la politique, quel que soit leur courant. Quand je vais les voir, la première des choses, je dis, il faut écrire. Parce que ce qu'ils me racontent dans leur maison, parce que moi, je partais chez tout le monde, tout mon temps libre, c'était pour aller chez les anciens. Comme j'ai vu qu'ils n'écrivent pas, c'était pour aller comprendre. Il y a un vieux qui m'a dit un jour quelque chose. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne dites pas ça aux Maliens? Il dit, non, on ne peut pas dire ça. Parce que si on dit ça, ce n'est pas bien. Mais dans sa maison, il est prêt à me dire ça. Les gens n'écrivent pas. Nos anciens ne laissent pas les écrits. C'est pour qu'on recommence, quelqu'un vient, il a le verbe très haut, on l'encense en Occident, il vient faire le savant. Vous avez ici, il y a beaucoup de présidents en Afrique, on les a professeurs, docteurs. Il y en a qui n'ont jamais enseigné. Ils n'ont jamais piqué même une mouche. Ils n'ont jamais donné des cours. On les appelle professeurs, docteurs, des grands titres. Mais rien, mais chez eux, les gens qui veulent diriger, ils lisent. Comment ça s'est passé avant? Quelles sont les erreurs que les prédécesseurs ont commises? Je vais vous dire que même au Mali, celui qui prend le premier président de la Première République, Modibo Keïta, vous prenez celui qui vient après Moussa Traoré, vous prenez celui qui vient après ATT, vous prenez Alpha Oumar Konaré, vous prenez ATT 2, vous prenez Amadou Aya Sanogo, les Dionkunda Traoré, vous venez à Ibeka. Si vous faites la somme de ça, celui qui les maîtrise bien, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Vous aurez tous les instruments pour diriger le Mali. Parce que chacun de ces messieurs a quelque chose de positif.
qu'il a voulu faire. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Ils font des erreurs, ils tombent. Alors que c'est des erreurs qu'ils auraient pu éviter. C'est pour ça, moi, quand les hommes politiques se mettent à parler, moi je suis partisan de Modibo, partisan de Moussa Traoré, partisan de Atiti, moi je ne considère même pas ça. Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce que Modibo a fait? On sait que c'était un patriote. Il aimait le Mali. Mais comment il a gouverné? Quelles sont les erreurs qu'il a eu à faire qui ont fait que son régime de l'enthousiasme populaire a été rejeté à la fin? La même chose pour Moussa Traoré. Quand il a fait son coup d'État, les gens ont fêté pendant des mois. Moi, j'étais dans les villages, il y a même des chansons populaires qu'on nous a fait chanter. Mais il est tombé comment? Je disais à des militaires, quand le général Moussa Traoré il fait la revue des troupes, aucun militaire n'ose le fixer dans les yeux. Son autorité, sa personnalité. Quand il va dans les réunions internationales, tout le monde attend sa parole. On a eu la même chose à ATT. Les Européens, d'ailleurs, quand ils veulent valoriser quelque chose, on veut mettre ATT devant pour que ça soit crédible. Par exemple, quand ils ont fait leur plan pour renverser Kadhafi, ils ont organisé dans le sud de la France ce qu'ils ont appelé la réunion des amis de la Libye. Et ils ont tout fait pour que ATT y vienne, pour crédibiliser, à cause de son aura. Bon, lui, il a compris le jeu, il a refusé de partir. Il a dit que les Maliens l'ont tellement vu avec Kadhafi ici, que dans notre culture, ce n'est pas possible qu'il apparaisse comme un traître qui va participer à un meeting pour le faire tomber. Il n'est pas allé. Mais les gens voulaient utiliser son aura. Ses défauts, moi je les analyse beaucoup, mais ses qualités. Il a été à l'occasion du cinquantenaire des indépendances en Paris. On est venu faire défiler l'armée française. Tous les chefs d'État africains se sont levés pour faire garde-boue. Il a refusé, il était assis. Parce que ce que l'armée coloniale a fait chez lui au Mali, celui qui se rappelle de ça ne peut pas faire garde-boue à cette armée-là. Il ne s'est pas levé. Beaucoup de Maliens n'ont pas remarqué. Moi, j'ai remarqué ça là. Et je l'ai noté ce jour-là. Il a des défauts, mais c'est des qualités intrinsèques. Il y a des livres que je vous ai préparés, vous allez voir la vie de Moussa Traoré. Toute sa vie, en dehors de sa façon de gérer, ça c'est autre chose. Parce que chaque individu a sa façon de gérer le pouvoir. Mais la vie intrinsèque, ce qu'il a fait pour le Mali, à tous les tournants de l'histoire du Mali, il était là. À l'indépendance, les soldats maliens qui ont quitté l'armée française pour venir au Mali, c'est lui qu'ils ont chargé d'écrire au gouvernement de DSRDA. C'est lui qui a dirigé les Maliens qui sont venus, alors qu'il était lieutenant, il y avait des capitaines. Quand il est venu ici, la première fois, quand Modibo voulait faire le franc CFA, c'est lui qui a été chargé de convoyer de Guinée ici, dans le plus grand secret, servir toutes les banques, pour que le jour où Modibo Keïta va faire un discours, ça trouve que le franc malien est partout. Quand le Mali a pris l'engagement de soutenir les mouvements de libération nationale, c'est lui encore que Modibo a envoyé avec d'autres. Il a fait le maquisard. Tous les gens comme les Kabila et autres, les gens de l'ANC, il les a formés. D'ailleurs, son épouse, il l'a connu là-bas à l'ambassade en Tanzanie, comme un soldat qui vient de temps en temps. Donc il a tout fait pour l'ANC, pour la libération de l'Afrique. Modibo est parti, mais un iota n'a pas changé dans la politique de Modibo par rapport à la libération de l'Afrique. C'est d'ailleurs pour cela que quand Mandela est sorti de prison, le premier pays d'Afrique de l'Ouest qu'il voulait visiter, c'est le Mali. À cause de tout ce que le Mali a fait pour eux. En Afrique centrale, beaucoup de chefs d'État d'Afrique australe, ils sont devenus chefs d'État avec un passeport malien. Parce que depuis dans les années 80, il a instruit que n'importe quel militant des combats de libération, il rentre dans une ambassade, on lui donne un passeport malien. Mais les Maliens ne connaissent pas ça. On s'est limité juste à la contestation de la façon dont ses relations avec ses opposants ont été gérées. C'est tout ce que les Maliens connaissent.
C'est la même chose que Modibo. Vous voyez, les gens se limitent seulement à quelques dégâts, en tout cas aux erreurs qui ont été commises dans la gestion. Mais ce qu'il a fait pour le Mali à l'indépendance, moi j'ai vu des lettres où De Gaulle a écrit pour menacer Modibo. Si jamais il continue de soutenir l'Algérie, la France va tirer les conséquences. Il n'a pas cédé. Et c'est dans le sud du Mali qu'il y avait le front sud du FLN. C'est un loin souvenir qui nous donne de l'amertume aujourd'hui, lorsque nous apprenons certaines nouvelles que vous savez. Le président algérien Bouteflika, c'est à Gao, il a sa maison là-bas. Les FLN, le front sud, c'est le Mali. Mais c'est au risque de tout. Il a chassé les bases françaises. La première colonie a chassé les bases françaises. C'est lui. Maintenant, dans la gestion, quand vous choisissez quelque chose, vous choisissez de faire le socialisme, et les conséquences, il y a forcément des erreurs. Souvent même des crimes. Celui qui ne s'appesantit que sur ça, vous allez dire que Modibo n'est rien. Un jour, vous savez, il y a un ministre qui est venu me présenter une communication verbale qu'il voulait introduire au gouvernement. C'était un peu pour parler des Phili Dabo. Mais j'ai lu sa communication, j'ai dit ça ne peut pas passer tant que moi je suis Premier ministre. Parce qu'il est venu reproduire dans sa communication le narratif des dirigeants du RDA sur le PSP. Ah, Phili Dabo, c'était un traître, c'est ceci. J'ai dit, mais on ne peut pas dire ça. Vous ne connaissez pas. Moi, mes parents étaient RDA. Ça, c'est le narratif qu'on nous a enseigné. Mais vous êtes instruits, il faut apprendre à aller au-delà des éléments de propagande. Les Modibo et les Phili Dabo, c'était des patriotes, mais qui avaient des visions différentes comment conquérir le pouvoir. Phili Dabo, chef traditionnel, pensait qu'en s'appuyant sur les chefs traditionnels, là, il va prendre le pouvoir. Les Modibo ont fait le groupe d'études communistes, les GIEC, ils ont saucissonné la société. Les paysans, les fonctionnaires, les commerçants, ils ont dit aux commerçants que s'ils arrivent au pouvoir, les franco-libanais qu'on fait prospérer là, c'est fini pour eux. Les travaux forcés contre les paysans, c'est fini. Ainsi de suite. Mais quand ils ont pris le pouvoir, il y a certains qui estiment que les paysans souffraient plus d'air. Ça, c'est des erreurs de gestion. Et donc, celui qui s'arrête seulement à ce que le RDA dit sur Phili Dabo, vous allez le traiter de traître, comme ce ministre-là, il a retiré sa communication, il dit ça ne peut pas passer. C'est l'un des plus grands intellectuels des années 50. Même la fameuse loi contre la traite des Noirs, on l'appelle la loi Fili Kousouet-Boigny. Mais arrêtez, c'est Phili Dabo qui a initié. Il a même représenté la France aux Nations Unies, l'État français. Quand vous lisez ces livres, mais ça vous dit beaucoup de choses, vous comprenez que ce que les gens racontent, ce n'est pas vrai, c'est le narratif de certains propagandistes du RDA. Phili Dabo a même mis un prix littéraire du monde qui est jusqu'à présent au Sénégal, qu'on lui a donné en 1966. Mais le gouvernement a refusé que ça vienne. C'est au Sénégal, j'espère qu'un jour les Maliens vont le ramener. Vous voyez, quand vous regardez tout ça, ça vous dit qu'il suffit de se référer à ce que des hommes de valeur ont fait au Mali, voir leurs défauts, leurs qualités, pour construire une bonne nation. Chacun de ces présidents. En réalité, ce n'était pas un secret, c'était un secret de polichinelle pour beaucoup, que moi je ne m'entendais pas avec lui à la fin. Comme on dit, les présidents africains, ils cherchaient ma peau. Parce qu'en Afrique, les présidents croient qu'après Dieu, c'est eux. C'est ce que beaucoup de chefs d'État africains pensent. Ils pensent qu'après Dieu, ils ont droit de vie ou de mort sur les gens. Mais quand je suis allé chez lui, à quelques jours de sa chute, quand il a été trahi par tout le monde, c'est sur qui il comptait. Vous savez, il m'a pris par la main au moment de sortir de son bureau vers 19h. Il m'a dit, cousin, je vais te dire quelque chose.
toute personne qui a tété le lait d'une Malienne, toute personne qui a le sang d'un Malien qui coule dans ses veines, il y a des nations dans le monde qui ne vont jamais aimer ce peuple-là. Il a compris qu'il était déjà trahi par qui, vous savez. Il y avait des complots partout. Des hommes politiques, des meetings des ambassadeurs, comme il appelait les petits préfets, qui vont dans des grandes conférences pour discréditer le président en dehors de toutes leurs obligations de réserve. Parce qu'on avait fini avec lui. Mais ça, ce sont ses défauts. Il a participé, il a travaillé avec eux, mais des qualités pour les Maliens. Il faut qu'on les retienne. Dans l'un des livres que vous allez lire, vous allez voir Ibika, nous on l'a vilipendé. Moi, je fais partie de ceux qui ont marché pour qu'il quitte parce que j'étais convaincu qu'ils ont vendu le Mali. Mais avant, vous allez voir à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, le 15 mai 2015. Quand on a lu le discours, quand on a présenté l'accord, la force principale de l'opposition, c'était la CEMA. Ils ont refusé de signer. Alors que des chefs d'État sont devenus un peu partout. Vous savez, pour enfoncer le clou, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations, un Français, Hervé Latsous, pour intimider encore, il a pris la parole. Il dit qu'il met les gens en garde. Il ne faut pas que l'État malien profite du fait que les gens n'ont pas signé l'accord pour aller les attaquer. En réalité, ils avaient leur plan. Parce que le fait que les rebelles ont refusé de signer, c'est entendu avec eux. Mais là-dedans, le sang de Ibeka a tourné, c'est là le sang malien. Il est allé au micro. Il a laissé toutes les convenances diplomatiques. Il dit au monsieur, nous sommes un vieux peuple. Et nous avons une bonne lecture des relations internationales. Nous savons ce qui se cache derrière vos propos. Et ça n'a pas raté. Moi, je l'ai enregistré. Ça veut dire que malgré tous ces défauts, je regarde ce qui est bien chez lui. Est-ce que vous savez que ce monsieur-là, pour donner suite à son propos, les rebelles ont refusé de signer. Ils ont signé le 20 juin, ce qu'ils appellent relever des conclusions. Un addendum qui a la même valeur que l'accord. C'est dans ça qu'il y a le poison. En l'appliquant, c'est la partition garantie du Mali. Oui. Ça veut dire que tout le brouhaha qu'on nous disait, relations internationales, négociations, petit patata, en réalité, c'est pour programmer la partition du Mali. Moi, je l'ai appelé la partition programmée du Mali. On l'a fait tomber, mais moi, je ne peux pas oublier ces choses-là. J'ai dit tout ça, c'est un long développement qui vous paraît même inutile par rapport à ce que vous faites. C'est pour dire que ceux qui dirigent le Mali, ou qui ont vocation, ou qui espèrent le faire, doivent comprendre deux choses très claires pour moi. Ceux qui ont eu la chance de diriger notre pays, d'une façon ou d'une autre, il faut bien regarder leur bilan. Où est-ce qu'ils se sont trompés? Où est-ce qu'ils ont agi normalement? Parce que la plupart du temps, les gens pensent que ça c'est en Afrique. Quand tu es au pouvoir, là, tu fais ce que tu veux. Et ils n'ont pas échappé à ça. Vous regardez tous nos présidents, à la veille de leur chute, là, c'est parce qu'il y a eu trop d'abus. C'est leur entourage, ou eux-mêmes, parce qu'ils pensent que quand tu es au pouvoir, là, tu fais ce que tu veux. Or, il faut suivre les lois. L'Amérique, les pays stables, là, pourquoi même si tu es président, tu violes la loi, on te poursuit. Les régimes stables, c'est là où c'est décentralisé les centres de décision. Mais quand tout est concentré dans les mains d'une personne, il a beau être patriote, là, il va flancher un jour, où il va être trahi, et la nation recommence. C'est ce qu'on a tout le temps en Afrique. Donc je disais que c'est important de voir les erreurs et les acquis de ceux qui ont dirigé, en où ils se sont trompés, quel que soit leur patriotisme, leur degré, l'appréciation qu'on peut faire d'eux. La deuxième chose, c'est la recherche, c'est les sciences. L'avenir du pays, c'est dans les sciences. On peut fêter, danser, faire des concerts, dépenser beaucoup d'argent pour des sommets,
des chefs d'État. Tout ça, c'est pour quelques mois. Mais la recherche, c'est que vous investissez. Vous ne récoltez pas tout de suite. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, vous allez pouvoir récolter les résultats. Et l'Afrique, le patriotisme qu'on est en train de développer là, il faut espérer qu'on aura des dirigeants qui vont beaucoup penser à la science, à la technologie, y investir. Ce qu'on investit seulement dans les voyages officiels, si c'est économiser un an investi dans la science, dans 10 ans, on va voir les résultats. Mais les présidents, généralement, ils gèrent leur mandat, ils ne gèrent pas le pays. Ils cherchent des choses pour que les gens soient contents d'eux. Mais qu'est-ce que ça amène? Il y a même des présidents qui prennent des décisions, ça rend impopulaire, mais ils savent que l'État ne peut pas soutenir. Dès qu'ils quittent le pouvoir, l'État ne peut pas soutenir. Comme ça, on va dire, ah, quand il était au pouvoir, c'était bien. Hein? En réalité, c'est tout ce qui l'intéresse. Mais tout ce qu'on met dans ces choses-là, qui finissent un an, comme je dis, les Jenny Kanyimila d'un an, si vous le mettez sur le long terme, ça va donner des résultats au pays. Et c'est pour cela que j'ai fait ce discours-là chez vous. C'est mon intime conviction que tous ces pays qui nous dominent ont passé par cette étape-là. Il y a des pays qui étaient au même niveau de sous-développement que nous. Je vous ai raconté ici l'autre jour que j'ai reçu un ambassadeur d'un pays que je ne vais pas nommer. Bon, les gens ont le même mental qu'aujourd'hui. Il m'a dit non, vous savez, chez nous, c'est la démocratie. Il est arrêté. J'ai dit, vous savez, moi, je connais votre histoire. Vous parlez de démocratie. La démocratie n'a jamais développé un pays. C'est le patriotisme, l'engagement, la détermination des dirigeants. J'ai dit, votre pays, quand vous êtes sorti de la guerre, je vais vous dire, les gens n'ont pas à manger, ils mouraient de faim. Les dirigeants ont dit, il faut qu'on trouve du riz pour tous nos citoyens. Et ils ont donné 5 ans. Personne n'a faim dans votre pays, je l'ai dit. Après, ils ont dit, l'avenir du monde, c'est les technologies, l'information et la communication. Et ils se sont mis là-dedans. Aujourd'hui, ils sont parmi les premiers. J'ai dit, mais en ce moment, les dirigeants, ils n'étaient pas élus. Il n'était pas élu. Mais il a investi pour développer l'enseignement. Quand les gens sont instruits, ils ont renvoyé votre dernier président. Parce que les gens sont instruits maintenant, ils mangent bien. Si un président ne travaille pas bien, on le renvoie. Ce qui a fait dire le président de la transition, un jour il m'a dit, vous savez, un jour va venir au Mali, même quand on va dire à quelqu'un d'être responsable, là, il va dire qu'il ne fait pas. Parce qu'il sait qu'il ne peut plus faire ce qu'il veut. Donc j'ai dit à cet ambassadeur-là, votre pays-là, l'amorce de son développement, ce n'est pas la démocratie. Il y a la démocratie maintenant parce que la population est nourrie, elle est éduquée, elle est sécurisée. Vous avez l'une des armées les plus performantes au monde, sécurité physique. Votre peuple mange à sa faim, sécurité alimentaire. Vous avez développé les autres domaines où vous n'êtes pas performant, la sécurité sanitaire, éducationnelle, votre peuple est éduqué. Votre dernier président, je l'ai dit, les populations sont sorties, l'ont chassé. Parce que maintenant, elles comprennent. Les grands dirigeants, quand on les accuse de détournement, ils se suicident. Parce que chez eux, dans l'enseignement, la morale et l'éthique, c'est les matières qui ont les plus grands coefficients. La société ne peut pas accepter que parce que vous êtes dans un poste dominant, vous faites ce que vous voulez. Mais en Afrique, c'est ce que les gens font. Or, il y a des postes de responsabilité. Si Dieu vous y met, vous n'allez pas gérer la misère. Vous ne pouvez pas vivre comme n'importe qui. Donc, de quoi vous avez besoin? Pourquoi accumuler des dizaines et des dizaines de milliards? Pour mourir, les laisser dans des banques étrangères, mourir, les laisser ailleurs, ou bien fuir son pays. C'est ce que beaucoup font. Donc, je vais vous dire que moi, je suis très conscient de votre rôle au Mali. Tout ce qui dépend de moi,
et je pense des autorités de la transition, va être fait pour mettre les scientifiques dans les conditions. Vous savez, quand on a quitté votre réunion l'autre jour, le premier conseil des ministres, un dossier est venu ici. Immédiatement, le ministre de l'Enseignement supérieur a insisté qu'il n'y a pas le volet recherche. Parce qu'on vient nous faire des projets de développement, le riz, mais la recherche, il n'y en a pas. Moi, j'ai dit aux gens de le noter. Quand je suis allé chez le président, je lui ai rendu compte. Et j'ai recommandé à tous les ministres que désormais, dans tout projet de développement qui vient chez nous, de la même manière, on dit qu'il faut faire les études environnementales parce que c'est à la mode dans le monde entier, l'environnement, la lutte contre la désertification, ainsi. Donc maintenant, dès qu'il y a un projet, il y a forcément les études environnementales. Si ce n'est pas fait, le projet ne passe pas. Il dit désormais, il faut ajouter la recherche. Dans notre pays, il faut faire ça désormais. Il faut que le volet recherche soit dans tous les projets de développement qu'on va faire. Le ministre des Infrastructures a saisi la balle au bon. Il a dit que souvent on produit les choses, mais il n'y a pas de route pour les évacuer. Ce qui fait que vous trouvez des fruits qui pourrissent. Les gens mangent les mangues, les bananes, tout pourri. Alors, et puis on vient prendre des jus importés de l'étranger. Alors qu'on pouvait les produire ici. Donc parce qu'il n'y a pas de quoi les transporter. Donc si on a une vision holistique des problèmes, les dirigeants, accompagnés par leur population, je pense que dans 10, 20, 30 ans, on peut voir le bout du tunnel. Et puis d'autres vont prendre la relève. Parce que notre problème, c'est de penser à l'avenir. Les gens pensent qu'il faut tout faire pour soi-même, quoi. Pour son mandat, pour être populaire. Mais quand vous quittez, des choses que vous savez ne sont pas pérennes, des présidents prennent des décisions, sachant que ce n'est pas pérenne. Mais s'ils quittent là, ça tombe en désuétude et puis les gens vont dire « Ah, quand il était là, on avait ça. » Alors qu'en le faisant, ils savaient que ça ne peut pas durer. Donc c'est pour vous dire que la pérennisation de vos travaux, les travaux de MSAS, de Mali Watch, je pense que d'ailleurs pendant cette audience, je ne sais pas pourquoi on a oublié d'inviter le ministre de l'Enseignement supérieur parce que je ne voudrais rien faire sans lui. Ah, je crois qu'il est occupé, il a envoyé son représentant. Il est en mission, il a envoyé quelqu'un. Bon, si vous mettez parmi mes conseillers, on risque de vous prendre comme quelqu'un de la primature. Il faut, les conseillers de la primature, là, ils font les grands chefs. On vous met au milieu là-bas. Vous représentez le ministre là, il faut vous aussi dire que je suis ministre ici, pour que je vous voie. Parce que moi, je ne voyais pas le ministre de l'Enseignement supérieur. Ça veut dire que le secrétaire général qui est là, donc son vice-ministre dans d'autres pays, c'est ce qu'on dirait. Donc, je suis convaincu que ce que vous êtes en train de faire, ce que les Maliens font ici, ceux qui sont là, qui n'ont pas quitté, qui continuent de faire la recherche, si un État s'y attache sérieusement, sur une durée, 10 ans, 15 ans, 20 ans, investit des gros montants, au début, on n'aura pas les mêmes résultats, les bons résultats. On va dire, oui, on met beaucoup d'argent, mais on ne voit pas de résultats. Ça, c'est le discours qu'on sort généralement pour quand on veut abandonner. Des chercheurs qui ne trouvent rien. Bon, quand on veut abandonner, c'est ça. Mais en général, la recherche, si vous voulez des résultats là, ce n'est pas pour 5 ans, ce n'est pas pour 2 ans, 5 ans. Parce qu'eux aussi, ils sont un produit de la société. Et ce qu'il y a dans la société, ça existe chez eux aussi. Donc, il faut un changement de mentalité petit à petit. Et puis les mettre dans les conditions de vivre. Vous voyez, vous êtes un grand professeur, vous enseignez quelqu'un, un vaurien qui avait à peine la moyenne en classe, vous le voyez dans la société, il peut même vous payer. Mais vous dites les gens, moi je ne suis pas le dernier imbécile pour être dans ces labos-là toujours avec la poussière, je n'ai même pas de quoi vivre. Or, la recherche, l'enseignement, l'armée, c'est des sacerdoces. Mais il y a un minimum. Il faut que les gens puissent vivre normalement, leurs familles, leurs enfants. Le patriotisme, je l'ai déjà dit aux uns aux autres, c'est 1 an, 2 ans quand vous êtes dans la lutte. Mais après, il faut que les gens vivent. Si les gens ne vivent pas,
Mais ils vont aller là où ils vivent mieux. C'est la nature. Les Américains ne sont pas plus patriotes que les Maliens. Et pourquoi ils immigrent? Tout le monde va chez eux. Mais parce que dès le départ, les dirigeants se sont dit, donnons des gros salaires. Faisons en sorte que les gens vivent mieux chez nous, pour qu'on ne parte jamais ailleurs chercher à vivre mieux. Et tout le monde cherche à venir. Donc ils ont attiré les cerveaux tout chez eux. Parce qu'il a fallu des directions politiques. Parce que c'est le rôle du politique dans un pays, dans une nation. Personne ne peut faire ça. Un danseur ne peut pas faire, un homme de culture, un professeur, et ils font le travail. Mais il faut celui qui manage le tout, celui qui arrive à faire cela. C'est pour cela que moi je suis très conscient du rôle des scientifiques dans notre pays. Peut-être il y avait un moment où les gens ne voient pas beaucoup, même maintenant peut-être. Moi je suis très conscient de cela. Toutes les nations ont passé par ce chemin. Donc le rôle de votre mouvement, les MSAS, des Mali Watch, des chercheurs maliens, des milliers qui sont là, qui sont dans l'anonymat, certains abandonnent, d'autres meurent, on ne sait même pas, ils n'ont même pas de quoi manger. Leur rôle dans le développement de notre pays, c'est exactement ce que les militaires sont en train de faire pour nous libérer. Seulement pour eux là, il n'y a 10 000 de dos. Pour vous là, qu'on a 10 000 de dos, on ne voit pas tout de suite. Et on voit, ils frappent l'ennemi, tout le monde voit. Mais chez vous là, c'est doucement, petit à petit, suite des générations. Et ça, il faut une certaine direction politique, je ne dirais pas éclairée, mais au moins qui comprend son rôle dans l'histoire. Et pour la renaissance du top 10, on en a parlé l'an passé. Je crois que le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur est là. C'est quelque chose à laquelle moi j'attache beaucoup de prix. Tout ce qui concerne les scientifiques. Mais vous savez, dans les pays africains, il y a trop d'urgence souvent. Et j'ai dit à quelqu'un, on lutte contre la corruption, mais il faut le faire avec discernement. Parce que si on ne fait pas avec discernement, la vague va emporter le régime. Et quand il y a l'instabilité du régime, partout on revient à zéro. Donc il faut faire avec discernement. Il faut savoir résoudre les problèmes un à un. Quand on est au rez-de-chaussée, vous voulez arriver au 5e, prenez le soin d'arriver au 1er, d'arriver au 2e. Mais si vous voyez le 5e, là, vous voulez arriver là-bas tout de suite en sautant là, vous risquez de vous casser les pieds. Ici, on a même eu des gouvernants, comme dans les débats politiques, on se chahute là. Il y a certains qui sont retrouvés au 4e étage. Ils n'ont pas pris l'ascenseur, ils n'ont pas pris l'escalier. Et puis on leur dit de descendre. Ils ne connaissent pas. Ils sortent, ils se cassent les pieds. Et puis la nation perd. Après, vous les entendez dans les journaux. Ah oui, si c'était à refaire, je vais refaire. J'ai dit, mais on a égorgé des Maliens. Et toi, tu dis que c'est au lieu de te taire et demander pardon, tu vas dire aux gens que si c'était à refaire, je vais refaire. Et même nos soldats, ils ont été se protéger dans les camps de l'aménagement. On les a désarmés. Est-ce que vous savez qu'après la guerre, quand l'armée malienne a voulu prendre les armes, les officiers étrangers qui étaient là leur ont dit non, ces armes-là, c'est un butin de guerre qui appartient à la SEMA. La SEMA, on a égorgé nos préfets, on a détruit notre administration. Même nos armes, maintenant, il faut aller prier chez eux pour les avoir. On a vu tout ça au Mali. C'est pour ça que quand les gens ne comprennent rien, ils sont là, les forces étrangères et petites et partages. J'ai donné un petit exemple à quelqu'un. Quand on a la base, quand Serval s'est mis en Barkhane en 2016, vous savez, le chef d'état-major de l'armée française est venu pour faire une revue des troupes à leur base principale qui est à Faye-Largeau, au Tchad. Quand il a fait la revue des troupes, pour les conscientiser, réveiller des consciences, il leur dit, nous étions là il y a 100 ans. Nous sommes revenus, on nous a chassés d'ici, on a quitté ici il y a 60 ans. Maintenant qu'on est revenu, c'est pour 100 ans.
Donc celui qui voit ça, quand on vient te dire, oui, on est venu lutter contre les terroristes et petit patata, tu comprends? Donc on appelle nos dirigeants, Monsieur le Président, démocratiquement élu, on donne des accolades, on se tape dans les épaules devant les gens. Mais quand ils rentrent dans la salle, on le fait, on lui dit, tu sais, si tu ne fais pas ce qu'on dit là, on va te faire tomber. On va soulever ta population contre toi. Tu as bien compris? Sors. Et dès qu'il sort, on lui dit, le frère est sorti, les photographes viennent. C'est comme ça qu'ils gèrent l'Afrique. Et on nous maintient dans cette situation en permanence. Nous étions là il y a 100 ans, on est parti à 60 ans, maintenant on est revenu, c'est pour 100 ans. Donc ils ne sont pas venus combattre le terrorisme, ils sont venus pour répandre le terrorisme, pour le sophistiquer, pour décomposer l'Afrique. On vient le terrorisme, la France vient pour combattre le terrorisme. La France vient pour étendre l'autorité de l'État malien sur tout son territoire. La France vient pour appliquer les résolutions des Nations Unies. C'est ce que Hollande a dit en 2013, en 2014. Il a dit au Mali, il a dit à l'extérieur et France 24 a diffusé dans le monde. Donc les Maliens sont contents. Parce qu'on nous a formaté aussi l'esprit. Quand tu te réveilles, avant quand on se réveille, on regarde Radio Mali, on écoute Radio Mali, on regarde. Mais maintenant, là, quand un intellectuel se réveille, RFI, BBC, La Voix de l'Amérique, France 24, BBC, CNN, c'est tout. Et c'est ce qui montre que vous êtes civilisé. Donc il va là-bas, il dit sur France 24 et vous entendez. Il édicte ces 3 principes. 2013, le terrorisme était confiné au nord du Mali. Ils viennent 55 000 forces armées au Mali. Ils font 7 ans. 10 ans. Le terrorisme qui était à l'extrême nord a pris 80% du territoire malien. Le terrorisme qui était à l'extrême nord a pris le Burkina Faso. Il n'y avait pas de terrorisme. Là-bas, il y avait un président qui croyait que c'est en faisant un commerce avec les malheurs des Maliens qu'il peut dire au pouvoir. C'est là-bas que les gens se réunissaient. Le terrorisme qui n'était pas au Niger est arrivé au Niger. 2019, c'est arrivé au nord du Togo et du Burkina Faso. Ils ont été frappés en Côte d'Ivoire. Mais on écoute toujours les mêmes discours, on est content, le président est démocratiquement élu, il descend des avions, on se tapote les épaules, on est content. Si vous faites du bruit dans votre pays, on vous fracasse la tête, on vous met en prison. Aucune association des droits de l'homme ne parle de vous. Le Mali, c'est un Eldorado. Des journalistes disparaissent pour avoir donné leur opinion, des disparitions forcées de journalistes. J'ai donné un cas ici où on a autorisé la culture de la drogue au Mali. Un ministre prend un arrêté pour cultiver la drogue. Quand on a fait du bruit, il dit non, 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 c'est à titre expérimental. Après, ils ont retiré. Des connivences comme ça, c'est des gens comme ça qu'on veut à la tête des États. Et on leur fait la publicité. Leur argent, ils construisent des maisons à Paris, à Londres, à Washington. Ils transfèrent l'argent là-bas. Quand leur mandat finit le lendemain, ils prennent l'avion, ils s'en vont. Voilà le sort qui nous est réservé. Donc la bataille contre le terrorisme, c'était du mensonge. L'État malien, c'est l'État français qui a interdit au Mali de rentrer à Kidal, créer un sanctuaire. Donc l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, c'était du mensonge. Les résolutions des Nations Unies, moi je les lis, comme je dis aux gens, je les connais par cœur. Elles changent comme vous changez vos chemises. Chaque fois qu'elles sont sales, vous lavez, vous changez. Elles sont totalement différentes. Celle qui a été publiée, la résolution 2100 du 25 avril 2013, quand vous la lisez, c'est tellement bien. Ça, c'était à la veille de l'arrivée de l'aménagement. Dès que l'aménagement s'est installé, dès qu'ils nous ont imposé leur accord bidon là, qu'on a défendu au début naïvement, mais on a su après, parce que moi je regarde tout. Dès qu'ils ont signé leur addendum le 20 juin, le 25 juin, le représentant de l'aménagement va devant l'Assemblée et dit « Nous, on n'est pas venus nous battre. » Donc ce qu'il y avait dans la résolution
2100 du 25 avril 2013, c'était du mensonge. On a mis une nouvelle résolution où on a dit clairement qu'ils ne sont pas venus se battre. Voici comment on nous manipule. Je vous dis tout ça, c'était même pensé que c'était un hors-sujet pour une visite de courtoisie. Mais vous êtes des scientifiques. Je sais que ces questions-là, vraiment, c'est pas tellement... Parce que l'homme a des limites physiques. Vous ne pouvez pas dans des laboratoires du matin jusqu'au soir. Vous n'avez que le petit de temps pour arriver à la maison, dormir un peu, retourner au labo demain. Vous ne pouvez pas être en train de scruter tout ça comme nous on le fait. Parce que nous, on vit de ça. C'est pourquoi je vous explique, pour que vous compreniez ce qui se passe chez nous. Mais ça, on y mettra fin, pas fin, si les dirigeants ne comprennent pas qu'il faut mettre leur armée et leurs chercheurs au centre de tout. Il faut les sacraliser. C'est pourquoi j'ai dit aux militants, lorsqu'il y a des très durs, souvent, parce qu'on a des grandes déceptions dans les débats politiques, je leur dis, vous savez, là, les seules choses qu'il faut avoir, permanent chevillé au corps, le patriotisme. Il faut aimer son pays. Je suis de gauche, de droite, je suis avec Modibo, avec Moussa Traoré, tout ça c'est du blabla. Il y a des voleurs sous Modibo, il y a des voleurs sous Moussa Traoré, il y a des voleurs sous ATT, il y a des voleurs maintenant. Donc ça ne veut rien dire être avec eux. Il faut aimer son pays, le patriotisme. La deuxième chose, être de gauche, de droite, tout ça c'est fougoto d'après les peuples. Il faut aimer son pays. La troisième chose, il faut aimer son armée. Il faut les respecter. Il faut les sacraliser. C'est la seule profession où tous les jours, quand tu te lèves, tu vas au boulot, tu peux laisser ta vie. C'est la seule profession où quand ton chef te dit d'aller, tu prends, tu vas, tu ne sais pas si tu reviens. Les autres, on va au boulot, on revient. Bon, il peut y avoir des cas qu'on n'a pas prévus. Mais l'armée, vous sortez tous les jours, vous pouvez laisser votre vie pour que les autres soient en paix. Comme les gens disent, c'est comme les femmes, certaines en donnant la vie meurent. Eux aussi, c'est pour la sécurité, la vie des autres qu'elles vont se battre, ils meurent. Donc il faut les aimer, il faut les respecter, il faut les sacraliser. Il faut être patriote, il faut respecter le premier responsable. On peut ne pas l'aimer, on peut le critiquer, mais il faut le respecter. Tout pays où les gens ne respectent pas les dirigeants, ils les traînent par terre jusqu'à un certain niveau-là. Ce pays ne va jamais avancer. Chez nous, on a l'habitude de traîner dans la boue les anciens présidents, les insulter. Vous trouvez des va-nu-pieds qui n'ont rien à leur actif que l'injure à la bouche, la grossièreté. Ils s'imposent et ils sont devenus plus nombreux au Mali. Et les gens vertueux préfèrent se taire. Ça, c'est un problème au Mali aujourd'hui. Dès que tu touches un cheveu à quelqu'un, la liberté de presse, les associations des droits de l'homme, et petit et parti là. Mais quand vous partez en France, vous partez aux États-Unis, vous partez en Angleterre, ces ONG qui nous donnent les leçons, là-bas, là, ils ne s'imposent pas. Quand il y a les intérêts de leur pays, les droits de l'homme se mettent à l'infinitif. L'intérêt supérieur de la nation prime sur tout. Chez nous, ça n'existe pas. On peut faire disparaître nos pays. Donc, je vais vous dire que, honnêtement, tout ce qui est de notre pouvoir, on va soutenir le ministre de l'enseignement supérieur. Toute initiative qui viendra de lui sera soutenue. S'il y a un blocage, ça peut être ailleurs. Et la direction, celui avec lequel on dirige le pays aujourd'hui, le président de la transition, sous l'autorité duquel nous travaillons, il est dans de bonnes dispositions. C'est ce que je peux dire à ce stade-là. Il est dans de très bonnes dispositions. Moi, je suis qu'on a vendu le Mali depuis que j'étais dans le gouvernement. Et c'est pour ça que j'ai demandé à quitter. Je l'ai fait le 10 décembre. Lorsque Macron a convoqué nos chefs d'État, 2019,
a convoqué nos chefs d'État à Pau, où France 24 a fait exprès de le sortir pour menacer. Il a été à un sommet de l'OTAN. Il voulait avoir le soutien de tout le monde. On lui a demandé, mais Takuba là-bas, est-ce que vous avez une base légale? Il n'a pas pu répondre. Donc quand il est sorti, France 24 vient, il menace les Africains, on diffuse ça en Afrique. Il dit, rentrez chez moi à Pau pour signer. Donc les pauvres sont allés en tremblotant. Ils ont tous signé, on est d'accord. Venez. Donc il a eu la base légale, a posteriori. Mais entre-temps, Takuba était déjà là. Est-ce que vous savez, même ces chefs d'État africains, ils se sont réunis d'abord dans un pays voisin pour dire qu'ils ne vont pas répondre à cette injonction. Mais il y a un d'entre eux qui les a trahis. Oui. Dès qu'ils ont quitté, il a téléphoné à Paris. Voilà. Il dit à Macron, ces gens-là ne veulent pas venir chez vous. On les a appelés un à un coup, baga baga. Si vous ne venez pas, gare à vous. Après, ils ont tous pris leur avion, ils sont allés descendre là-bas, ils ont signé. Oui. Moi, je n'ai pas dormi. J'ai fait un article pendant 2 nuits, j'écris. Je l'ai publié dans la presse. Après, je me suis dit, un article, les gens lisent, ça passe. J'en ai fait une petite broche, la feuille de l'État malien. Les responsabilités, les prises de solutions. Ça fait partie de ces petits bouts. Vous allez voir là-bas, avec preuve à l'appui, comment est-ce que les hauts dirigeants français, les ministres, les sénateurs, les parlementaires, ont dit qu'il faut diviser le Mali. Donc tous les Bataclans là, chez nous depuis 10 ans, c'était pour nous tromper. La rébellion au Mali, vous allez voir, j'ai pris la rébellion, l'histoire du Mali depuis 800 ans. Comment les différents groupes ethniques se sont constitués au Mali. Jusqu'à la colonisation, comment ils ont pénétré chez nous. Comment on est allé à l'indépendance. Comment ils ont manipulé le pays suivant les dirigeants. Comment ils ont fait pour nous diviser. Ils ont voté une loi depuis 1957 qu'ils n'ont pas abrogée encore. La loi sur l'OSRS, l'Organisation des États riverains du Sahara. Toute la partie où il y a les grandes richesses là, ouais. Ils voulaient faire un État là-bas. Cette loi-là, on ne l'a pas abrogée. Donc il fallait trouver des gens cupides qui veulent être ministres, comme si au paradis on va avec le titre de ministre, et autres on les met dans la guerre. Et on prend des innocents qui vont se faire tuer, qui font la guerre. C'est comme j'entends dans les affaires de Tinzawatan, j'entends un certain porte-parole du CSP, PDA, là, ou bien comment il est. Lui, il est dans un hôtel à Paris, ou dans un pays voisin, et lui, il parle, les gens sont en train de se tuer. C'est pour ça, hier, j'ai dit aux femmes que les Maliens doivent savoir. Les autres doivent savoir. On peut perdre, notre armée peut perdre des batailles. Mais la guerre, là, on va la gagner. On va la gagner parce que notre cause est juste. Et Tinzawaten, là, Inch'Allah, dans quelques temps, on va le prendre. Ça va devenir Tinzawaten du Mali. Comme on l'a fait à Ber. À Ber, il y a eu des attaques, ça n'a pas passé d'un coup, il n'y a pas eu la grande publicité. Mais après, on les a cognés. Les blessés ont fui dans un pays voisin. Leur chef d'état-major, on l'a envoyé au repos éternel. Et depuis, on a pris Ber. C'est la même chose à Tinzawaten. Nos hommes ont perdu une bataille là-bas, mais ils vont gagner la guerre. Ouais. Inch'Allah, on va les gagner. Et Tinzawaten va devenir malien. Donc c'est la même chose partout. Tout ce qui se fait là, c'est dans ces livres-là. Et c'est pourquoi ils m'ont toujours considéré comme un subversif. Depuis 2019, ils m'ont dit. Et récemment, le président m'a dit, pour la petite histoire, que quand il a été à Accra, quand on a désigné le nom du Premier ministre, dès qu'il a présenté, les chefs d'État ont dit non, 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 on ne veut pas de celui-là. Il faut nous trouver quelqu'un d'autre. Toute la journée, ils étaient en train de lui tordre la main. J'ai dit, monsieur le président, aucun d'entre eux ne me connaît. C'est les balabas qui ont mis ça dans leur bouche. C'est les balabas qui me connaissent. Sinon, les baladins là, je ne les connais même pas. Donc, on a un réseau pour nous maintenir dans un certain état. Cet état-là, c'est l'instruction, la culture, le développement économique et social.
qui ne peut pas aller sans vous. Ce qu'on est en train de faire là, ça c'est tout de suite. L'armée, l'organisation. Mais sur la durée, il faut que dans 20 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, on puisse faire des choses chez nous, qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher ça ailleurs. C'est la seule façon. J'ai été dans un État américain en 2004, il y avait un d'entre vous, j'ai d'ailleurs citoyen d'honneur de ce pays. J'ai vu là-bas quelque chose, c'est la même chose en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. De Gaulle a fait tout pour la nourriture. On a même inventé des chansons, pousser les jeunes à se marier, à aller s'installer dans les campagnes, pour qu'on donne à manger à tout le monde. Aux États-Unis, dans toutes les grandes villes, tous les États, il y a des universités agricoles. Parce que ça nourrit sa population. La souveraineté, l'indépendance et tout là, tout ça là, c'est du verbe. Ça dure quelque temps. C'est pourquoi j'ai dit au ministre, patriotisme, Malikoura, tout ça là, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, les gens cherchent à manger. Si on ne crée pas les conditions pour que les gens vivent mieux, les mêmes qui nous ont applaudi désormais vont prendre des cailloux pour nous dire de partir. Certains ont été transformés, que le Premier ministre a trahi les militaires, ils ont fait ceci. J'ai dit c'est des ignares triomphants, c'est ce que Senghor les appelle. Les ignares triomphants, c'est les gens qui croient qu'ils connaissent tout, mais ils ne connaissent rien du tout. Donc je voudrais terminer par vous remercier, pour dire qu'en tout cas, on fera ce qu'on peut. Le ministère de l'Enseignement supérieur est là. La balle est dans son camp. Sauf ce qui ne dépend pas de nous. Et moi, je suis sûr que notre politique de souveraineté, d'indépendance nationale, ne marchera pas aussi longtemps que nos chercheurs, nos savants n'ont pas une base solide pour construire le pays. Les politiques vont définir les orientations, ils vont finir les grandes lignes, mais à la base, là, ce sont nos chercheurs et notre population. Je voudrais donc vous remercier, vous dire que j'ai été très heureux de participer à votre atelier symposium. Nous, c'est les discours qu'on tient et on éveille les consciences. Moi, d'ailleurs, quand je vais dans les cérémonies d'ouverture, j'ai fait tellement de hors-sujet, comme je l'ai fait aujourd'hui, mais c'est fait exprès. C'est pour délivrer cette denrée très rare, éveiller les consciences. J'ai dit aux gens que quand un militaire tire une arme, il tue une personne, 2, mais quand tu parles, tu atteins des milliers. Ça, c'est aussi une arme. Les chanteurs font la même chose, les militaires se battent au front, les politiques dirigent et vous, vous faites la recherche. Et nous comptons vraiment sur vous. L'avenir du Mali, c'est vous. Je suis profondément convaincu. Ce n'est pas des compliments en l'air. Merci bien. La séance est libre. Vous allez donner un là, le reste on va donner. Bon.